c'est un fichier qui fait polémique en France, un fichier qui va rassembler des informations sur l'identité de l'ensemble de la population. Inquiétude sur les libertés publiques, c'est pour nous le fait du jour. Et on en parle avec vous, Marc Ress. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef de nextimpact.com, site spécialisé dans le droit numérique. Et c'est vous qui avez révélé médiatiquement cette information, la constitution de ce fichier donc informatique qui vient d'être publié au journal officiel en France. Alors, on a l'impression que le pouvoir socialiste a tout fait pour que ce décret reste discret tout au long de ce long week-end de Toussaint. Est-ce que c'est le cas selon vous ? En termes d'agenda, on ne peut pas rêver mieux. C'est-à-dire un texte important publié par une autorité administrative un week-end précédant un très long pont. Je sais pas quelle est la part de réflexion, de stratégie, de hasard. Mais j'ai une petite idée et je pense qu'effectivement ça a été clairement voulu. Vous pensez que ce fichier justement allait faire polémique et c'est ce que voulait éviter le pouvoir socialiste ? C'est possible. Bon, a priori c'est raté compte tenu du nombre de médias qui en parlent et notamment sur les réseaux sociaux, les citoyens sur les réseaux sociaux. Et effectivement c'est un fichier qui est juste faramineux, monstrueux même. Il y a le terme de fichier monstre qui apparaît un peu partout, puisque celui-ci va regrouper l'ensemble des informations qu'on avait sur la carte d'identité, plus celle du passeport, en une seule et même base. Et cette base, elle n'est pas neutre, puisque d'après la CNIL, on aura 60 millions de personnes qui vont être fichées dans ces éléments-là, excepté les jeunes enfants, les mineurs de 12 ans. Bon. Voilà. Après, il y a des aléas sur un tel fichier, parce qu'on ne sait pas très bien quelles sont les garanties, en tout cas dans le temps, qui vont s'offrir à nous. Et on va bien sûr y revenir. Alors ce fichier rappelle le projet de loi voulu par la droite en 2012, qui voulait alors un fichier informatique biométrique des gens honnêtes, un projet qui avait été alors dénoncé par les socialistes. Ils ont fait volte-face ? Ils ont fait volte-face, oui, clairement, parce que le texte avait été traîné jusque devant le Conseil constitutionnel, où 4 articles fondamentaux de la proposition de loi de la droite avaient été censurés par le juge. Et il est très intéressant de relire justement la saisine des 60 députés et 60 sénateurs de gauche qui vociféraient et qui débordaient d'arguments pour démonter le principe même de ce fichier, sachant qu'il y a quand même des petites nuances entre le fichier de 2012 et le fichier de 2016. Quelles sont ces différences ? C'est simple, le fichier de 2012 permettait aussi bien l'authentification que l'identification. L'authentification, c'est s'assurer que la personne qui est en face de soi et qui est porteur d'une carte est bien le détenteur de cette carte. Voilà, donc il y a un couplage qui est fait. L'identification, c'est différent, c'est je prends une photo dans la rue, par exemple, d'une Madame Michu, comme ça de passage, et je vais voir si son visage match avec les données biométriques qui est dans cette super base. Voilà ce que permettait le fichier de 2012. Le fichier de 2016, en l'état actuel de la réglementation, ne le permet pas. Et justement, à quoi doit servir précisément ce fichier ? Comment il est défendu aujourd'hui par ce décret ? C'est très simple. Enfin, la finalité de ce fichier, qui a d'ailleurs été adoubée, j'allais dire, par la CNIL, est simple, c'est de lutter contre la fraude documentaire. La fraude documentaire, c'est toute l'économie des faux papiers, des fausses cartes d'identité, des faux passeports. Donc on est bien là pour vérifier si tel document, qui est extrêmement important, n'est pas un faux ou est bien un vrai. Voilà, donc ça c'est la finalité première. Sauf que le périmètre d'encadrement de ce texte-là fait craindre quelques possibles abus. Qu'est-ce qu'on craint justement ? Quelles sont les dérives possibles selon vous ? Les dérives possibles, il y a une dérive déjà qui avait été soulignée par un certain Jean-Jacques Urvoas qui était député en 2012 et qui depuis a été appelé à d'autres fonctions, notamment garde des Sceaux, et qui soulignait que face à un fichier monstre de X dizaines de millions de personnes, la sécurité absolue, ça reste fantasmagorique. On ne peut pas éviter une possible faille, une possible brèche. D'ailleurs, l'actualité informatique venue des États-Unis, chez les géants du net, je pense notamment à Yahoo, montre que une sécurité absolue, ça n'existe pas dans la vraie vie. Et d'ailleurs, en parlant de Jean-Jacques Urvoas, j'ai remarqué ça tout à l'heure, si vous regardez le décret, le ministre en question ne l'a pas signé.
Donc il a été signé par Manuel Valls, par le ministère de l'Intérieur, mais pas par Jean-Jacques Urvoas. Est-ce que selon vous, on se dirige aujourd'hui vers un État à la Big Brother qui connaîtra tout ou presque de notre vie privée ? Là, pour répondre à cela, c'est simple, il suffit de relire la loi sur le renseignement et la loi sur la surveillance des communications internationales qui offre déjà tout un arsenal de connaissances extrêmement intrusives de la part des services du renseignement. Donc c'est un système qui se déroule sans intervention du juge pour connaître les faits et gestes de toutes les personnes sous couvert d'intérêts extrêmement brumeux, aussi bien de la lutte contre le terrorisme, qui est évidemment importante, que des questions purement économiques. Donc voilà. Est-ce que c'est ce contexte d'état d'urgence qui a amené aujourd'hui, selon vous, ce décret ? Alors, il est vrai que les différents attentats qui ont émaillé la France en 2015 ont ouvert des fenêtres de tir. Après, est-ce que c'était justifié ou pas, je mets de côté, mais ça a ouvert des fenêtres de tir qui ont permis l'adoption de textes que jamais la gauche dans l'opposition n'aurait accepté de porter, et le tout sous couvert de procédure d'urgence. Peut-être une procédure d'urgence à l'Assemblée nationale ou au Sénat, ça limite le nombre de navettes et donc le nombre d'échanges. Là, pour le coup, sur le décret, c'est encore plus intéressant parce que le gouvernement, on voit, a fait le choix de contourner totalement le Parlement. Donc c'est un texte qui a été rédigé par le gouvernement dans un salon feutré, avec avis du Conseil d'État, avis de la CNIL, mais pas plus. Donc on n'a pas eu de débat. Est-ce que justement on aurait pu imaginer un grand débat public sur cette question qui touche aux libertés ? On aurait pu l'imaginer puisque ça a été imaginé par la droite en 2012. Donc juridiquement c'était faisable. Tout comme juridiquement le gouvernement pouvait prendre ce décret-là parce qu'il y avait une brèche. Mais la CNIL a amèrement regretté ce défaut de transparence et c'est effectivement regrettable. Quand on donne naissance à un fichier de 60 millions de personnes, il est peut-être raisonnable et sain dans une démocratie éclairée que d'avoir l'avis de tout le monde. Merci Marc Ress d'avoir été notre invité. Et sur ce fichier, un géant, vous pourrez retrouver un dossier complet sur notre site tv5monde.com.